Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour tout le monde. Bonjour DMG. Bonjour la team DMG. J'espère que nous nous portons bien. Alors, c'est la reine de Nkumu depuis le Gabon. Je viens vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'un couple dont la femme, je vais l'appeler Nadia. L'homme, je vais l'appeler Jérôme. Jérôme a une sœur que je vais appeler Chantal. Chantal a une CP que je vais appeler Jeanne. Alors, Nadia et Jérôme sont mariés, enfin ils vivent longtemps, depuis ensemble en fait, et ils sont mariés légalement. C'est un très beau couple. Ils ont 3 enfants, et au moment où l'histoire se passe, Nadia est enceinte du 4e enfant. Mais seulement, dans la beauté de ce couple, Jérôme a un problème, sa libido. Sa libido dérange. Quand Jérôme part quelque part, il ne manque pas de laisser une chisa quelque part. Donc, ça, c'est un problème dans ce foyer. Et Nadia, malgré qu'elle soit à l'aise, malgré qu'elle forme un beau couple avec son mari, Nadia a un problème de jalousie excessive. Elle a un problème de jalousie excessive. Alors, ce qui fait qu'un jour, Jérôme dit à Nadia, Nadia, ma chérie, allons rendre visite à ma sœur, donc Chantal. Nadia dit oui, c'est une bonne occasion, ils partent avec des enfants, parce que le week-end, chez la sœur de Jérôme, Chantal. Le samedi, tout se passe bien, seulement que le dimanche, vers 14h, 15h, Jérôme dit, voilà, il doit sortir, il doit s'habiller et sortir, parce qu'il doit aller retrouver ses amis dans un maquis. Et Nadia, connaissant comment son mari fait, elle aussi, elle simule que non, voilà, elle est fatiguée avec la grossesse, il fait chaud, il faut qu'elle se repose. Voilà comment Nadia va se reposer dans la chambre des enfants, là où ils sont, chez la belle-sœur Chantal. Le mari s'en va. C'est comme ça que Nadia dort. Nadia s'endort. Et Chantal dit à sa fille, sa première fille, dit que, ah, mais tantine Nadia est partie se coucher, ou, oh, elle est partie dans notre chambre et tout. C'est là où Chantal dit à l'enfant que non, elle peut pas aller, bon, vous l'avez laissée aller là-bas, mais elle peut pas dormir sur vos draps. Va réveiller tantine, elle se lève, et puis tu changes les draps du lit. Pardon. Et c'est comme ça que l'enfant elle va réveiller Nadia. Elle réveille Nadia, tantine, tantine. Nadia ne se réveille pas. Elle insiste. Nadia ne se réveille pas. Et puis à un moment donné, en insistant, l'enfant se rend compte que Nadia, son bébé dans le ventre, est en train de bouger. L'enfant bouge vraiment comme si l'enfant avait un problème. Donc l'enfant panique. L'enfant panique, l'enfant appelle sa mère. La mère, maman, viens. C'est comme ça que Chantal court. Et ce jour-là, il y a la CP de Chantal qui était venue. Donc Jeanne, elle est sa CP, sa copine et puis sa voisine. Donc les deux courent avec les enfants de la maison, ils regardent comme ça. Ils essaient de réveiller Nadia, rien. Ils ont essayé. Donc ils avaient maintenant peur. C'est comme ça que Chantal disait que, ah, mais ça c'est quelle malchance qui vient m'arriver comme ça. Mon frère vient avec sa femme et tous les enfants, tout ça. Mais ils ont fait sortir les enfants. Et c'est comme ça que Jeanne, la CP de Chantal, lui dit que, ah, avant qu'on ne décide quoi que ce soit. Parce que Chantal voulait déjà appeler son frère, dire que, ah, voilà, viens vite. Jeanne a dit, bloc d'abord, bloc. On va faire un truc. Jeanne amène Chantal à côté. Et elle explique à Chantal qu'au village, dans son village, ils avaient un truc. Quand quelqu'un avait du mal à se réveiller, ils avaient quelque chose qu'ils faisaient. Et elle va essayer ça sur Nadia.
Et puis, ils vont voir. Et c'est comme ça que Jeanne dit que bon, c'est comme ça que Jeanne allume la bougie. Elle allume la bougie, elle met la bougie, la flamme de la bougie à la plante des pieds de Nadia. Elle chauffe les pieds de Nadia. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Nadia ne se réveille pas. Oh, ils insistent. C'est comme ça que quand Nadia se réveille, elle se réveille dans un sursaut que vraiment. C'est là où Jeanne souffle à Chantal à l'oreille que non. Quand on fait ça au village, on fait ça pour voir deux choses. Si la personne est vraiment décédée, la personne ne se réveille pas. Mais si la personne se réveille, ça peut être un coma, mais surtout, c'est des personnes qui sont en vampire. Ça, c'est ce que Jeanne dit à Chantal. Et elle confirme à Chantal, sa copine, que quand tu vois comme ça, c'est que ta belle-sœur était quelque part. Elle dort là, elle ne dort pas du vrai sommeil, elle sort et part. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais il faut insister parce que là, c'est mauvais. Elle a fait ça aujourd'hui. Demain, elle peut faire ça, elle peut rester là-bas. Ça devient un problème, soit pour toi ou soit pour ton frère. Donc, il faut déjà lui pianer pour qu'elle dise la vérité sur ce qui se passe. C'est ce que Chantal a fait. Chantal a voulu... Donc, Nadia ne voulait pas parler. Nadia dit oh non, machin, tout ça. Et donc, Chantal a dit, bon, comme tu ne veux pas, moi, je vais appeler ton mari. Je vais lui dire ce qui se passe. Oh non, faut pas l'appeler. Non, mais attends, je vais pas l'appeler comment? Imagine que quelque chose te arrivé. Si on devait dire quoi? Tes parents devaient dire quoi? Que mon frère t'a sacrifié dans la loge, que mon frère est monté, c'est descendu. Chantal a dit non, bébé, pardon. C'est comme ça que Nadia s'est mise à genoux que non, je vais te raconter. Donc, en fait, la réalité, c'est que je sors en vampire. Chantal a dit pardon. Tu fais quoi? Oh, je sors en vampire. Oh, je sors en vampire et puis c'est chez moi que je vais sortir en vampire. C'est la question que Chantal demande. C'est comme ça qu'elle dit non, en fait, je ne suis pas sortie en vampire pour regarder tes choses, mais quand je sors en vampire, je suis mon mari. C'est là où Chantal a bien pris la chaise, elle s'est assise. Elle dit que maman, allez, play, raconte. Tu suis le mari de quelle manière? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quoi, dans votre foyer, il y a un problème? Quoi, il te maltraite? Je sais pas moi. Explique, pose bien le décor en fait. C'est comme ça que Nadia raconte que non, depuis qu'on est mariés, mon mari, même depuis, moi j'ai remarqué qu'il a une libido forte, quand il a toujours des teasers partout et tout, moi je ne supporte pas ça, je suis trop jalouse, mon mari c'est pour moi je l'aime et tout, moi je suis bien avec lui, donc quand il a les teasers dehors comme ça, moi j'ai peur. Donc j'ai peur qu'un jour il m'abandonne avec mes enfants, ou bien vraiment le genre qui m'impose une deuxième femme, moi je fais pas ça. Donc c'est comme ça que chaque fois qu'il sort, ça c'est Nadia qui raconte, chaque fois qu'il sort, moi je m'en vais, je dors. Et quand je dors là-bas, moi je sors en vampire et je le suis. Et je le suis là où il part. Et généralement, il y a des jours il part chez des amis, mais il a des chisas. Et quand je pars comme ça, là, quand je vois déjà qu'il est chez une femme, je me réveille et dans la réalité, je cherche maintenant à aller chez cette dame-là. Quand je cherche à aller chez cette dame, je prends des renseignements et tout. Et après, je lui lance une maladie mystique. Je repars en vampire et je lui lance une maladie mystique. Donc, mon mari a déjà perdu 6 chisas. Je t'ai dit pardon. Donc, tu ne lances pas seulement des maladies, tu tues les femmes. Là, il dit oui, moi je les tue parce que elles veulent me prendre mon mari. Chantal a dit que, mais attends, c'est quoi ton problème? Oh non, moi je suis jalouse. Oh, ceci. Dit que, mais dans le vampire là, tu fais ça comment tu... Explique-moi bien, tu fais comment pour donner la maladie aux gens en vampire? C'est comme ça que Nadia raconte. Elle s'est mise en confiance. Elle raconte que non, elle fait aussi partie d'une confrérie mystique et là-bas, elle est servante. Donc, dans sa servitude là-bas, on lui montre, elle connaît des formules, comment rendre les gens malades mystiquement, comment tuer les gens et tout. Donc, dans les cheese que son mari a eu, elle a balancé un cancer terminal à une des cheese. Elle est décédée. Elle a balancé une tuberculose sévère à une autre, décédée. Il y a une jeune fille là qui voulait trop s'agiter. C'est elle qui raconte. Hein. Ça, c'est elle a donné seulement un palu virulent. Bim, elle est partie.
L'autre, elle a balancé quoi? L'autre, elle a balancé les l'hépatite C ou B ou je sais plus quoi. Bim, 6. Et elle a dit à la belle-sœur que non, là, tu m'as réveillé, vous m'avez réveillé. Si c'était pas ça, je devais aller encore voir là où il est parti. Parce que c'est là où Chantal lui a dit que mais, ma chérie, ma chérie, ma chérie, comme on dit ici. Attends. Donc, si ton mari, chaque fois qu'il a des copines, donc mais tu vas finir tu vas finir tout le Gabon, en fait. Tu vas finir le pays, on est combien? À cause de ton mari, tu vas finir toutes les femmes du pays. Oh non, il n'avait qu'à laisser mon mari et tout. C'est comme ça que Chantal a dit que maman, bon, au niveau où tu es là, hein, ce n'est plus au niveau, je ne sais pas. Mais sache comment tu vas raconter ça à ton mari. Parce que quand on dit, si ce n'est pas un soir, ce sera un matin. Là, on t'a réveillé et puis tu es revenu bien, je ne sais pas ce qui se passe. Mais demain, après-demain, tu vas aller faire ça chez quelqu'un d'autre. Tu peux rester là-bas. Et puis après, tes parents vont commencer à dire quoi? Peut-être tu sors en vampire avec tes parents, mais tes parents ne vont plus affirmer que voilà que c'est eux ou comment, je ne sais pas. Débrouille-toi à raconter la version, à raconter l'histoire à ton mari. Moi, je n'ai pas envie de me mêler de vos problèmes. Pourquoi on ne dise pas que oh, c'est à cause de moi que le mariage de mon frère est fini, mais il reste mon frère. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Donc, va raconter avec ta bouche toi-même. Donc, l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire, ça se passe ici. Et puis, on est dans un groupe où la dame, c'est la belle-sœur qui est maintenant venue nous raconter. Parce que c'est un groupe de femmes, on parle un peu de tout. Et puis, elle est venue nous raconter et elle nous demandait est-ce qu'elle a bien fait ou pas. Parce qu'elle ne savait plus où mettre de la tête, en fait. Tu vois. Donc, chaque fois, elle appelle. Nous sommes en début février. Ça s'est passé en décembre, en fait. Et depuis, elle appelle sa belle-sœur. Qu'est-ce que tu as déjà dit? Et la belle-sœur lui a dit que, ah, moi, je connais mon mari. Si je lui raconte tout ça, il risque de me quitter. Mais quand je me rappelle dans la précarité là où j'étais, si mon mari me quitte là, je ne connais même pas comment on fait pour travailler. Donc là, je vais risquer de retourner dans la précarité. C'est comme ça que sa belle-sœur lui a dit que, je ne sais pas, mais débrouille-toi, lui dit, parce que moi aussi, je ne peux pas laisser mon frère. Tu deviens un danger. Pas que tu deviens, tu es un danger dans la vie de mon frère. Donc, vous voyez un peu. C'est pour vous dire en fait que, moi, je l'ai toujours dit, hein, dans mon entourage, que la plupart des maladies que vous voyez qu'on cite là, les maladies du dysfonctionnement de quoi, c'est même le français de ça est compliqué. Et on a ça plein dans nos pays là. Dès qu'on te découvre le cancer, 1 mois ou 3 semaines, tu es déjà parti. On découvre, oh, tu as le diabète, oh, on coupe le pied, bim, bim, c'est fini, tu es déjà parti. Parfois, je ne dis pas toujours, parfois, c'est des maladies mystiques qu'on lance. On part à l'hôpital, on voit que c'est ça. Mais alors que la maladie est mystique. En tout cas, vous-même, vous savez la leçon à tirer. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Je fais le vocal depuis Côte d'Ivoire, Boaké. C'est une autre histoire que je voudrais raconter, voilà, que j'ai vécue en 2000, vers les années 2008. Donc, j'invite tout le monde à liker, à s'abonner, à partager, parce que les histoires qu'on écoute ici, c'est pour sensibiliser. Ça nous permet de savoir que le monde n'est pas ce que nous croyons. Et aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où il faut mettre les pieds, où il ne faut pas mettre les pieds, tout ça. Donc j'encourage vraiment la chaîne. Ça se passe en 2008. Voilà, chez nous, à la maison, on louait. J'ai dit on louait encore. On a une grande maison à la maison. Notre maison est grande. C'était depuis Sassandra. La maison familiale à Sandra, c'est une grande maison. Donc la maison familiale, c'est une grande maison à Sassandra. Et comme la maison est grande, il y avait assez de chambres à l'arrière-cour. Donc mes parents ont décidé de mettre les chambres là en location. Voilà, les chambres de l'arrière-cour en location. On avait les maisons en location là-bas. Nous, on était à la maison à l'avant et puis l'arrière-cour,
tout l'arrière-cour, le contour, là, c'était les chambres en location. Donc, les élèves venaient fréquenter à sa centrale, là, ils venaient louer les maisons chez nous. Donc, on avait constamment les gens à la maison qui venaient louer maison. La plupart du temps étaient les élèves. Il y avait les fonctionnaires, mais la plupart du temps étaient les élèves qui venaient louer les maisons à la maison là-bas. Donc, nous, on avait cette manière-là parce qu'on était petits. En 2008, on était petits. On était encore au collège. Donc, on avait cette manière-là de... Lorsque les gens qui venaient louer les maisons, ils sortaient de la maison et puis ils laissaient quelques affaires. Nous, on partait là-bas. Voilà, on partait là-bas voir ce qui nous intéresse et puis ce qu'on peut prendre, on prend. Ce qu'on ne peut pas prendre, on laisse. Voilà, donc c'est comme ça se passait toujours. On passait là-bas, on jouait dans les chambres, on regardait ce qu'ils ont laissé. S'il y a des choses qui nous intéressent, comme les calendriers ou bien comme les belles photos, on prend ça et puis on met ça chez nous, dans notre chambre à la maison. Donc c'est ce qu'on faisait. Et à ce temps-là, il y avait un monsieur qui était venu louer une maison chez nous. Donc le locataire, bon, quand il est arrivé, il s'est installé tout et tout, mais bizarrement, il n'a pas duré. Il a fait, on dirait, une semaine comme ça. Puis il est parti. Bon, il n'avait jamais aussi eu de problème avec les parents parce que mes parents, c'est les gens, ils sont gentils. Même lorsque les élèves louaient les maisons, qu'ils n'arrivaient pas à payer le loyer, il n'y a jamais un jour que mes parents, ils ont mis les bagages des enfants dehors, jamais. Donc, vu que mes parents, même, ils sont déjà gentils, et puis, bon, le monsieur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est pour des raisons personnelles, il est parti. Donc, quand il est parti, une semaine après environ, quand il est parti, il a quitté la maison, il a ramassé tous ses effets. Et c'est resté une photo à l'intérieur de la maison qu'il louait. Il est resté une photo. Donc, comme il a dit, nous, on avait l'habitude d'aller fouiller quand les gens sortaient de la maison, aller fouiller les restes des affaires là, s'il y a des choses qui sont restées. Et puis, on prenait ce qui nous intéressait. Voilà. Donc, quand le monsieur est parti, il a ramassé toutes ses affaires. C'est resté une photo, un poster. Je ne sais pas s'il y en a toujours, les posters là. Les grandes photos qu'on colle au mur, c'était beaucoup avant. Les photos qu'on colle au mur, souvent c'est le paysage, souvent c'est photos de Jésus en grand comme ça, on colle au mur. Là, souvent c'est photos des stars. Voilà, on colle ça au mur, les posters là. Donc il avait laissé une seule photo comme ça, un poster, bien grand. Maintenant, nous on aimait beaucoup la photo parce que vu qu'il est parti là, quand il est parti, il a ramassé toutes ses affaires, il a laissé la photo. Et nous, quand on partait là-bas, à chaque fois, on voyait la photo là, elle était calée là. Et la photo était tellement jolie parce que c'était la photo d'une femme aux longs cheveux noirs, qui était toute nue même, elle était nue. Elle était assise sur le côté, croisée les pieds, assise sur le côté, assise à même le sol. Mais elle était nue. Elle avait les seins à l'air. Voilà. Sa partie intime était un peu cachée, mais les seins étaient nus, avec les longs cheveux noirs. Elle avait la peau blanche, métissée ou bien blanche, je ne sais pas trop. Je ne sais plus trop, il y a longtemps. Mais en tout cas, elle avait la peau blanche ou bien métissée comme ça. Elle a les longs cheveux lisses noirs. Maintenant, à l'arrière de la photo, c'était sur la photo, elle est assise. Et puis derrière elle, il y a le paysage, les fleurs. Elle est dans le gazon. Et puis il y a les fleurs derrière elle, le paysage. Mais elle est assise là, voilà, dans le gazon, nue comme ça, assise. Elle a les cheveux noirs. Maintenant, comme la photo était belle, à chaque fois on partait là-bas, moi, il y a mon petit frère, mon père, il était avec mon petit frère, ma petite soeur. Mon petit frère disait toujours que la photo, c'est sa femme. À chaque fois qu'il arrive, il dit ma femme, et puis il embrasse la photo, tout ça. C'est les enfants. Hein, ma femme, il disait ça comme ça, et puis il fait bisous à la photo. Il pouvait s'arrêter là, mais pendant 30 minutes en train d'observer la photo longuement. La photo était jolie. C'est pas ce qu'il y avait de la photo, mais quand tu arrives là-bas, tu as envie de regarder. Tu as t'arrêter là, regarder jusqu'à, je sais pas. Donc, on faisait ça à chaque fois. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand on se retrouvait à trois, il n'y avait pas de souci. Mais quand tu es seul, que tu vas dans la chambre là, tu es en train de tourner là-bas, toucher aux choses, et puis tu as l'impression même à tous les coins de la maison, à tous les angles où tu es, tu as l'impression que la photo te suit du regard. C'est-à-dire quand tu tournes, tu vois que ses yeux sont sur toi. Pourtant, tu passes à l'autre angle de la maison. Mais quand tu te retournes, tu vois que les yeux sont sur toi. C'est comme si les yeux ont tourné, allé sur toi comme ça encore.
Bon, nous, on a mis ça dans l'imagination, vu que c'est impossible. En réalité, c'est impossible qu'une photo, voilà, tourne les yeux. Mais bon, c'est l'impression qu'on avait. Quand il y a un angle, la photo, quand tu regardes, les yeux sont tournés vers là-bas, ça te regarde. Donc, c'est cette impression qu'on avait. Et puis, bizarrement, quand tu retrouvais une personne comme ça, moi, elle pouvait partir comme ça, et puis elle est dans la chambre. Toi seul, tu es là, et puis tu as peur comme si là. Peut-être pour un beau rien, tu es seul, mais tu ne sais pas pourquoi tu as peur, mais tu as peur. Comme s'il y avait une présence là. Et en plus, la photo qui te regarde constamment à tous les angles que tu es. Donc, nous, on a mis ça dans l'imagination. Donc, à chaque fois, souvent, c'est ma petite sœur qui partait seule, souvent. Mais c'est pas pourquoi aussi, à chaque fois, on allait là-bas. Il n'y avait rien, même si c'est pas à part la photo qui restait. Mais c'est pas pourquoi constamment on partait là-bas. Et bizarrement aussi, à chaque fois, on prenait les objets restants dans les maisons, comme les photos de ce genre. Mais cette fois-ci, la photo, là, on n'a pas touché, on n'a pas décroché la photo, mais seulement quand on se rendait constamment là-bas pour aller regarder, c'est retourné. Parce que c'était vraiment une très belle photo. Et c'est pas la maison, mais je ne sais pas pourquoi on allait là-bas, mais on allait là-bas se promener et puis ressortir à chaque fois. Quand ça s'est passé comme ça un bout de temps, et puis il y a une fille avec son grand frère qui sont venus louer maison. Donc, comme la maison là était libre, les parents leur ont donné la maison là louée parce que le monsieur était parti, c'était libre. Donc, quand ils ont pris la maison, ils étaient dedans un peu de temps net, je ne sais pas, hein, au bout de 2 semaines comme cela. On est à la maison une fois la nuit comme ça, tard dans la nuit, et la fille, parce que elle vivait avec son frère, elle était des teintes noires comme ça, elle vivait avec son frère qui était clair, et puis avec quelques amis aussi. Voilà, qui venaient chez eux constamment. Donc, ce jour-là, tout le monde était sorti, le grand frère n'était pas là, les amis qui vivaient chez eux aussi venaient les rendre, ils n'étaient pas là, et elle était seule dans la maison. Donc, on est assis à la maison, on voit la fille crier au cou, elle vient à la maison en panique, en sueur, tout. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut même pas expliquer, elle dit que non, que il y a quelqu'un dans la maison, que la photo a attrapé son cou. Moi, nous aussi. Bon, attends, à première, je sais pas, à entendre, tu dis que la photo est sortie, je sais pas, que la dame est sortie dans la photo pour attraper son cou. C'est-à-dire, elle était là et puis elle a senti une présence derrière elle. On dirait qu'elle était couchée ou bien, je sais pas, sur le ventre et puis quelqu'un est venu au dos, dans son dos comme ça, serrer son cou. Ah, qu'elle était couchée même. Non, elle était arrêtée même. Dans la maison, elle faisait quoi? Arrêtée même. Et quelqu'un est venu derrière elle, attraper son cou, serrer son cou. Ou elle était arrêtée en train de faire quelque chose, je ne sais pas quoi là. Quelqu'un est sorti derrière et a attrapé son cou. Mais il n'y a personne dans la maison, c'est elle seulement qui est dans la maison. Bon, qui a attrapé son cou? Donc, elle dit que la photo est sortie pour venir attraper son cou, serrer son cou par derrière. Mais elle était toute en panique, torsion comme ça. On dit, ah, tu es sûr? Il n'y avait personne à part toi dans la maison. Elle dit, il n'y avait personne. Que c'est son frère sorti, il n'y a personne dans la maison. C'est la photo parce que elle est, à chaque fois même, elle est dans la maison là, même là. Et c'est pas, mais elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille comme si elle est présente. À chaque fois, elle est comme si elle est présente. Mais aujourd'hui, là, c'est sorti derrière son dos, attraper son cou par derrière. On dit, bon, d'accord. Donc, si c'est la photo, c'est comme ça. Mais quand elle a dit ça, c'est là aussi, chacun de nous a comme ça a donné ses explications, ses témoignages. Que moi, il dit que quand il va sur là-bas, il y a l'impression qu'à tous les hommes de la maison, je suis, les yeux de la photo, ça est sur moi. La femme, elle tourne, elle me regarde à chaque fois, partout dans les ans. Et mon petit frère, il a confirmé la même chose. Ma petite soeur aussi dit, qu'elle pensait qu'elle était seule à vivre ça. Mais que oui, que la photo, la regarde à chaque fois qu'elle est dans les angles, la photo tourne le regard, qu'elle-même n'a rien compris. Donc c'est là, on a su que la photo là est vivante. Donc maman allait décrocher la photo là et aller à l'église, rencontrer le curé. Mais elle a décroché la photo, elle a enroulé parce qu'il faisait nuit. Elle ne pouvait pas sortir à l'église, donc elle a enroulé. Tu connais les postes, elle a enroulé ça et déposé ça quelque part là-bas, à la maison chez nous. Comme nous, on est nombreux, voilà. Et quand elle a roulé la photo pour ça, le lendemain matin, elle est partie voir le curé. Le curé de l'église, quand il a déballé la photo, il a vu, il dit, c'est avec la photo comme cela, vous êtes à la maison, que la photo là, c'est pas simple. Et puis, quand tu vois la photo, c'est pas une photocopie en fait, c'est pas une photo simple, c'est pas une photocopie. C'est l'impression que c'est un produit, quelqu'un a dessiné vraiment parce qu'on voit
les traces des peintures. Vous voyez quand on fait la peinture là, les traces, les grains de peinture, les traces de peinture même sont bien visibles, sont palpables. Voilà, c'est pas une photocopie, c'est pas une photo qu'on a fait la photocopie, non. C'est comme un artiste qui a dessiné. Et ça devait être vraiment, peut-être vraiment cher. C'est pas encadré, hein, c'est une photo simple, mais ça devait peut-être être coûté cher parce que tu sens que c'est la photo d'un artiste qu'un artiste a dessiné même, de lui-même. Voilà, une vraie photo, un artiste a dessiné un portrait qu'un artiste a dessiné parce que y a la peinture, la fraise même qui est passée dessus, tu vois les traces de la peinture, c'est pas photocopie. Maintenant, moi, on ne sait pas en fait comment le monsieur s'est procuré la photo puisque ça a l'air d'être une photo que quelqu'un a pris son temps pour dessiner, avec les couleurs, tout ça. Après la peinture, les couleurs, fait une belle photo. En tout cas, l'artiste, il est fort. Parce que quand tu vois la photo, tu dis, ouais, la femme assise dessus, sur la photo là. Et en tout cas, une très belle dame aux longs cheveux noirs. Elle est seins à l'air. Elle est nue assise là, dans le paysage. Elle est fleurs à côté, tout ça. Elle est seule là, elle est fleurs derrière. Le paysage est derrière. Donc, quand tu vois la photo, en tout cas, c'est réussi. Maintenant, pourquoi le monsieur, il est venu louer la maison, il a tout ramassé dans la maison, il a laissé la photo là, il voit même où il a trouvé la photo. Et aussi, pourquoi il a tout pris de la maison, laissé la photo là, pour partir. Bon, on ne sait pas c'était quoi ses intentions, bien quoi. Si la photo lui causait problème, il aurait pu prendre, aller jeter ça quelque part, mais il a déménagé et laissé la photo dedans, dans la maison. Et nous, on allait constamment là-bas jouer et on sentait toujours une présence, comme si effectivement la photo était vivante. Le prêtre a dit ça. Puis avec ce que la fille a vécu, la photo qui est sortie, il l'a attrapée par derrière, la photo était vivante. Donc, c'est pour dire que c'est quand même dans nos maisons, là, faisons très attention. Il y a pour d'autres, c'est les miroirs, il y a pour d'autres, c'est les photos. Donc, vraiment, on doit faire attention à ce qu'on achète au marché ou bien à ce que les gens viennent et ça, les objets, ils laissent là. On ne sait pas l'objet vient d'où, si l'objet a un truc ou bien quelque chose. Voilà, de faire très attention à ça, c'est tout. Donc, c'est un peu ça, mon histoire de cette fois-ci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour la famille DNG, bonjour à tous. Je vais continuer mon histoire que j'avais arrêtée. Après la mort de l'oncle de notre papa, ce qui était arrivé, on a emmené le corps à la maison, on a pleuré jusqu'à... Comme chez nous, si quelqu'un est sorcier, quand il meurt, on dit qu'il faut l'arranger. Sinon, il va venir vous déranger la nuit. Pour l'arranger, là, c'est quoi? On va prendre l'acide. Les anciens, ils vont prendre l'acide pour tirer dans le seringue, du piquer au cœur, dans les narines, dans les yeux, dans les oreilles, pour qu'il meure maintenant définitivement. Quand on l'a emmené derrière la maison pour lui arranger comme ça, on a tiré l'acide dans le seringue, on l'a piqué dans le cœur. Il est déjà mort, hein? On l'a piqué dans le cœur, il a crié. Ah! Quand on l'a piqué dans les yeux, il a crié. Le mari de ma grande soeur, comme s'il était là, il n'a jamais vécu à ces histoires-là. Il entendait seulement, mais il mettait les doutes. Mais quand il a vécu, l'histoire-là s'est passée devant lui, il a fui. Il commence à trembler. Il est venu maintenant expliquer à ma grande soeur, oh, regarde ce qui s'est passé là-bas. Quand on a mis le piqûre dans le cœur, il a crié, mais quelqu'un est déjà mort, comment il peut crier? Après, on a fermé son corps, on a transféré ça à Brazzaville. Papa, maman, ils ont accompagné le corps à Brazzaville. Nous, on est restés. Mais c'était maintenant grave. Quand tu rentres dans la maison comme ça, tu entends comment les gens chantent dans la maison. Tu n'as même pas le temps de partir même derrière pour te soulager. Même dans la journée, tu as toujours peur. Donc, il a laissé la peur totale dans la parcelle.
Il fallait qu'on appelle les gens de l'église sont venus pour prier. Quand les gens de l'église sont venus pour prier, les Mbikoudira, ils ont gratté les dessins qu'ils avaient dessinés à côté de notre porte là. C'est que ça devient réel la nuit là. Ils ont gratté ça avec les mains. Ils ont monté sur les tôles sans échelle. Sans échelle. Ils ont monté sur les tôles. Ils ont prié. Ils ont prié. C'est maintenant la nuit là. Après le délivrance là, on avait maintenant bien dormi. Donc ça, c'est notre histoire de famille. Je vous ai partagé ça vraiment. Le seul conseil que je peux vous donner, la famille, il faut seulement se confier à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît tout. Il faut seulement se confier à Dieu. Je m'arrête là. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG. Je viens en Côte d'Ivoire. J'aimerais raconter mon histoire. Mon histoire s'est déroulée en 2018. J'allais à l'école dans la ville de Daoukro. Je prêtais mon nom et le nom de mes amis. J'avais 5 amis. Et un ami le plus... Parmi mes 5 amis, j'avais un ami le plus proche. Tout allait bien, on allait à l'école. Jusqu'à ce que, un jour, des élèves ont commencé à venir à l'école avec de grosses voitures. Ils venaient avec de très grosses voitures. C'était des brouteurs. Et mon ami le plus proche a commencé à recevoir des vidéos dans son téléphone. Il a commencé à recevoir des vidéos par WhatsApp de bouquins, de boucantiers, des vidéos de dévaleurs BCAO. Il recevait des vidéos de dévaleurs BCAO. Les valeurs BCAO, vous allez sur YouTube, vous allez trouver, vous verrez la photo, la vidéo de dévaleurs BCAO. Commissaire 5500 Wapia de Paris, voilà. Des brouteurs comme ça. Wapia, les vidéos de Wapia qu'on recevait par WhatsApp, c'était, je pense qu'il avait le numéro de Wapia, voilà. Parce que les vidéos venaient, il y avait plusieurs brouteurs qui lui amenaient les vidéos. Wapia, lui, il vomissait l'argent dans un récipient, dans une pièce de sa maison, couvert avec un drap. Il se couvre, il vomit et quelqu'un filme. Et après, il balance à des abonnés. Voilà, à des amis, à des poches. C'est comme ça que il balance la vidéo. C'est très mystique. Il vomit dans un récipient couvert avec un drap. On le filme. Après, il enlève le drap. La bassine est pleine. Et c'est filmé. Après, il balance. Donc, je recevais pas mal de vidéos. Donc, ça a influencé mon ami. Ça l'a influencé négativement. Et un jour, on était à Daoukro. Daoukro, c'est une ville, c'est la ville de l'ancien président Bédié décédé en Côte d'Ivoire. On était quelque part. Il m'aborde et il me parle de un puissant féticheur qui serait à Famienko, dans un petit village. Eux, ils étaient prêts à tout. Ils aimeraient avoir de l'argent, ils aimeraient devenir riches. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils ne voulaient plus m'écouter. Je disais, mais qu'est-ce qui les arrivait? Bon, mon cher, ils ne voulaient plus m'écouter. Ils voulaient être riches à tout prix. Voilà. Ils voulaient l'argent à tout prix. Ils étaient influencés, voilà, par les autres. Donc, du coup, ils sont rendus chez le féticheur. Là-bas, le monsieur, le mystique a fait des incantations. L'argent a jailli. La pièce était pleine, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Ils étaient éblouis, ils étaient contents, ils se réjouissaient, ils étaient tellement heureux, ils allaient devenir riches pour eux. Voilà. Ils ont commencé à respecter et à faire les rituels du féticheur.
ont respecté et fait le rituel du féticheur. Voilà. Ils ont commencé à faire les rituels et ils m'informaient que voilà, il y avait du Niomé à acheter, Niomé avait du lait à donner à un muet, à une folle, ainsi de suite. Je faisais des rituels et ils avaient reçu des instructions du féticheur, les instructions selon lesquelles, les instructions selon lesquelles il ne fallait pas sortir avec une femme jusqu'à ce que le rituel finisse. Hmm. Ils ont acheté de la cola. Ils ont fait bon nombre de sacrifices. Un soir, mon ami le plus proche reçoit la visite de sa copine. J'étais là. La jeune fille voulait l'embrasser. Il l'a fui. La fille pratiquement, il est parti. Il a commencé à soupçonner qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Moi, je savais tout, je ne pouvais rien dire. Puisqu'il m'avertissait de tout, moi, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Mes parents, à l'époque, allaient à l'église. Je les accompagnais les dimanches. On allait à l'église. Je ne suis pas allé. Jusqu'à ce que, pour terminer le rituel, le féticheur leur demande la tête d'un enfant. La tête d'un enfant. Voilà. Pour que mes amis deviennent des milliardaires, il fallait couper la tête d'un enfant. Donc, ils étaient choqués, ils ont pris peur. C'est là qu'ils ont commencé à reculer, ils ont commencé à... Ils sont revenus sur terre, ils se sont remis en cause. L'un d'eux me disait que dans ses rêves, il voyait la tête d'un enfant sur beaucoup d'argent. Voilà, il avait beaucoup de sang. Il faisait des rêves, il faisait des cauchemars. Ils ont reculé, ils ont stoppé les rituels, ils sont plus allés chez le féticheur et la vie a repris son cours normal après. Voilà. Merci la communauté d'IMG. DMG, voici mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir. J'espère que nous nous portons bien. Bonjour DMG. Bonjour la team. C'est la reine d'un Congo depuis le Gabon. Je vais vous raconter l'histoire de 2 copines, des 2 meilleures CP du monde. Une, je vais l'appeler Chelsea, l'autre, je vais l'appeler Davana. Maintenant, Davana était amie avec Chelsea, mais Davana avait... Sa vie était bizarre. Bizarre parce qu'elle se plaignait de tout et de rien. Elle se plaignait que les hommes ne la draguaient pas, elle se plaignait de ne pas avoir des bons hommes, elle se plaignait de ne pas avoir la vie qu'elle aurait voulu avoir quand elle regardait les autres. Et Chelsea, par contre, c'était une fille bien éduquée, bien posée, belle, jeune, intelligente. Chelsea, quand on la voyait, on sentait une enfant que... Et Chelsea était fille unique de sa mère. Chelsea était fille unique de sa mère. Et quand on voyait Chelsea, on sentait que sa mère avait vraiment pris le temps de la bénir, de toujours avoir des bonnes paroles sur son enfant. Et ça travaillait sur Chelsea. Donc Chelsea travaillait, Chelsea avait fait un bon cursus master, Chelsea avait un bon fiancé, elle avait aussi un business qui marchait bien. C'est comme ça qu'un jour, Davana était aigrie en fait. Et puis elle en a parlé à sa mère, que ah maman, regarde un peu ma vie, et tout, moi je suis fatiguée de vivre ce genre de vie, tout ça. La mère lui a dit que mais, tu es fatiguée, depuis là tu ne parles pas. Allons chez Longanga. C'est la mère qui la soulève, allez on part chez Longanga. Et Longanga leur dit que, Longanga a d'abord regardé. Longanga a su que celle-là. Mais depuis, selon Longanga l'a révélé que leur père, c'est-à-dire le père de Davana, avait vendu tous ses enfants. Donc tous les enfants que le père de Davana avait fait avec sa maman, c'était des enfants mangés. D'après la description de Nganga, mangés dans le sens que le père était rentré dans une confrérie. Il était rentré dans une loge quand il était vivant. Et là-bas, il avait signé et il avait donné le nom de tous ses enfants.
Donc, leur chance, leur tout pour eux, l'énergie, tout, il a donné là-bas. Voilà pourquoi la vie de Davana était clopin-clopin. Mais moi, je me dis, les amis, moi, quelque chose, on me dit une telle chose. Moi, je cherche à défaire ce que mon père a fait. Je vais lutter contre ça. Et tellement, si je fais confiance à Dieu, je peux m'en sortir. Je peux et je vais m'en sortir si on est décidé, on a de la volonté. Bref, c'était une parenthèse. Donc, en révélant à Davana, Longanga, quand Longanga dit ça à Davana, la mère lui dit, tu as vu. Donc, voilà, et tout, on fait comment. Et puis, Longanga lui demande maintenant, finalement, qu'est-ce que tu veux. Longanga, et Davana cite maintenant le nom de Chelsea là-bas, que non, voilà, moi j'ai ma copine là, elle est gentille, mais moi j'aimerais aussi vivre comme elle, avoir de l'argent, des hommes qui me donnent de l'argent. Parce que voilà, elle a raconté toute la vie de Chelsea. C'est comme ça que Longanga lui dit que, oh. Mais tu racontes, quand je regarde ici, Chelsea a un avenir brillant. Chelsea, c'est une fille, ce n'est pas une étoile. Chelsea est peut-être 10 étoiles. Donc, il suffit seulement que tu dises oui. Moi, je prends pour Chelsea, je mets sur toi, je prends pour toi, je mets sur Chelsea. La mère lui dit, fais, machin et tout. Donc, la mère l'encourage. Et c'est comme ça que Longanga lui a dit, bon, comme vous êtes d'accord, va, tu me prends les ongles, les cheveux, et puis un sous-vêtement que Chelsea aura porté. Tu m'amènes tout ici, je te fais le truc. C'est comme ça que Davana va. C'est ça, CP, non? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la manicure pédicure à Chelsea. Elle a récupéré les ongles. Elle a tressé Chelsea. Elle a récupéré les cheveux. Elle est partie dormir chez Chelsea. Et c'est de là-bas qu'elle a récupéré le sous-vêtement qu'elle avait déjà porté. Elle est partie de Nganga, accompagnée toujours de sa mère. Et en 2, 4, 6, Nganga a fait le truc. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, vraiment la vie de Chelsea a basculé. La vie de Chelsea a basculé de tout en rien. Et je vous ai dit que Chelsea était fille unique. Elle a commencé à être malade. Elle a commencé à perdre des contrats. Les différents contrats qu'elle montait, des projets, la Gaule a monté de ses projets. Non, mais attends. Elle a commencé à perdre les projets. Chelsea a commencé à avoir des oublis. Chelsea a commencé à avoir vraiment tout ce qui est négatif. Le gars qu'elle avait l'a quitté. Tout le travail, c'est-à-dire qu'en 3 mois, 3, 4 mois, tout a dégringolé dans la vie de Chelsea. La pauvre. Et tout a redémarré dans la vie de Davana. Davana était maintenant là. Ouais, le Jean Legault parvenu là. Tu sais que la chose n'est pas pour toi. Mais c'est dans ça que tu fais l'orgueil. Et c'est comme ça que voilà, Davana était là. Et puis un jour, Chelsea l'a appelé que Davana, je suis malade. Et tu peux m'amener quelque chose. J'ai perdu ceci. Donc Davana ne la fréquentait plus en fait. J'ai mal quand je raconte cette histoire. Davana ne la fréquentait plus. Elle se tapait, elle se faisait des trucs et tout. Donc, et Davana était contente que, enfin, c'est elle qui m'appelle. Elle m'appelle maintenant. Je vais aller lui donner quelque chose à manger et tout. Et puis, Chelsea se faisait tellement voir. Même là, on ne l'a pas appelée. Là, on n'avait même pas besoin d'être. Elle y allait. Juste parce qu'elle voulait se faire voir. Et c'est comme ça que ça a duré au bout de 8 mois, 9 mois. Malheureusement, Chelsea est morte. Chelsea est morte Yahweh. Chelsea est décédée. Donc, quand Chelsea est décédée comme ça, Davana était contente. Elle est venue à peine au deuil. Je dis bien à peine. Elle a mis pied au deuil. Davana était contente, elle était là. Et tous les grands airs. Et puis, elle était contente parce qu'elle s'est dit que bon, c'est même mieux qu'elle soit morte. Parce que si elle était restée vivante, peut-être elle devait commencer à se poser des questions du genre, bon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Peut-être elle serait aussi allée chez un ganga ou elle serait allée à l'église et forcément devait lui révéler ce que elle a fait. Donc, c'est pourquoi Davana était contente de la mort de Chelsea. C'est comme ça que le temps passe, non? Et puis, la mère de Chelsea n'a pas supporté. En fait, c'est là où tout commence. La mère de Chelsea n'a pas supporté. La mère de Chelsea est devenue folle. Elle est devenue folle de douleur. La douleur l'a rendue folle, hystérique. Elle criait dans la rue.
Elle racontait comment elle a fait son enfant, comment elle a... Non, quand les gens écoutaient son histoire, qui ne pleurait pas? Mais à un moment donné, la mère de Chelsea, c'est vrai qu'elle avait un seul enfant, mais elle considérait aussi les enfants des autres comme ses enfants. Donc la mère de Chelsea faisait le bien. Et puis il y avait aussi des dames, des personnes que quand elle regarde comme ça, elle venait, elle faisait du bien aux gens. Et la mère de Chelsea était dans une église. Et quand elle était devenue folle comme ça, vous savez que bon, les gens ne réagissent pas tôt. Mais c'est une dame qu'elle avait aidée dans une église. C'est la dame là qui a dit non. La dame là a dit, cette femme-là ne peut pas devenir folle. Non. Les gens commençaient à dire non, peut-être elle a commandé des trucs, les talismans. La dame l'a dit non. Elle a dit, la mère de Chelsea, c'est une dame qui a le cœur pur. Parce que s'il n'avait pas la pureté de cœur, elle exemple. Et sa fille était comme elle, la dame l'a raconté. Humble, simple. Qu'est-ce que vous me racontez? La dame l'a dit que jamais, je n'accepte pas ça. La dame l'a dit, il n'y a que Dieu. Je veux entendre ça de la bouche de Dieu. Je ne fais pas la bouche d'un prophète ou d'un ganga. C'est Dieu qui va me dire que oui, cette dame-là commandait un talisman. C'est là où j'ai... Ne te cela. Je refuse. La dame là s'est levée pour la mère de Chelsea. Vous voyez, non? Faire le bien. On dit un bienfait n'est jamais perdu, n'est-ce pas, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que la dame là soulève la mère de Chelsea. Elle a vu une bonne église dans Libreville. Allez, soulevez, ramenez. C'est là-bas où on révèle que, oh, on lui soigne d'abord, on commence à lui calmer et tout. Et puis, après, on l'a accompagné voir un psychologue. On l'a aussi accompagné voir un psychiatre parce que c'était avancé. Là, il fallait calmer ses nerfs, il fallait faire beaucoup de choses. C'est pas aller de but en blanc, en fait. Ça a pris un peu de temps. Et puis après, à l'église, on lui a révélé que, la douleur, qu'est-ce qui te fait mal? C'est le décès de ton enfant. Ton enfant, c'est sa meilleure CP qui a fait. La mère de Chelsea dit que pardon. La mère de Chelsea a dit non, je n'ai pas bien entendu. La phrase là, je n'ai pas percuté. Le pasteur a répété. Elle dit que mais comment ça? Pourquoi? Mais cet enfant-là... Après, la mère de Chelsea s'est dit que peut-être que Chelsea lui a fait quelque chose, mais jusqu'à lui tuer. Tu es un enfant, mon enfant unique. Oh, elle a encore recommencé à pleurer. On a attrapé que maman, calme-toi. On ne t'a pas dit ça pour que tu retombes. On t'a dit ça pour que tu reprennes des forces. Et que vraiment, et puis, Chelsea n'avait pas laissé d'enfant. Parce que la mère se serait même consolée en ayant un enfant à côté, en fait. Et donc, quand on a maintenant révélé la vérité à la mère de Chelsea, c'est comme ça que Davana, pour elle, ça déclenche. Ça déclenche là-bas. Davana est paniquée maintenant. Davana était maintenant devenue bizarre. Je pense que ça a duré dans les 2 ans comme ça. Donc son succès là, le destin de Chelsea qu'elle a fait, c'était seulement dans les 2 ans. C'est comme ça que Davana était maintenant, elle ne dormait plus. Elle ne dormait plus quand elle racontait, elle dit non. Elle rêvait maintenant Chelsea. Dans le rêve, Chelsea est venue lui demander que Davana, qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Tu étais ma CP, la sœur d'une autre mère. Tu étais la sœur que même si on ne t'avait pas créée, je devais demander à Dieu de te créer. Tu étais une sœur parfaite pour moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Davana va répondre dans le rêve. Davana était maintenant là qui paniquait. Elle avait maintenant peur que de dormir. Parce que c'est que dès qu'elle ferme l'œil, Chelsea apparaît pour demander des comptes. Entre-temps, le pasteur est tenté de faire le travail à l'église là-bas pour désenvoûter la mère. On ne sait pas comment l'envoûtement est venu, ou peut-être à cause du lien qu'elle avait avec sa fille et tout. Et puis c'est comme ça que, à un moment donné, Davana révèle trop Chelsea. Et Chelsea dit ça à Davana que, comme tu m'as pris, tu as dit que tu prends mon destin. Donc on va vivre mon destin, on va vivre ça nous deux. Et donc, Davana voyait Chelsea partout. Elle est au marché, elle voit Chelsea. Donc elle paniquait. Et c'est comme ça qu'un jour, en fuyant, elle s'est fait cogner par un camion. Le camion, c'est pas la voiture. Elle s'est fait cogner par le camion. Parce que vous allez maintenant me dire que quand elle s'est cognée, qui a raconté? Parce que tout ce qu'elle vivait racontait à la mère.
Elle raconta la mère. Ils sont repartis chez Longanga avant que Davana ne meure. Ah, parce que le fait de voir Chelsea partout et tout, ils sont repartis chez Longanga, la mère et Davana et sa mère. Allons un peu voir Longanga, là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand ils partent comme ça, là, Nganga ni vu ni connu. Longanga a déménagé. Longanga n'est plus là. Le numéro de Nganga, le Nganga n'a plus le même numéro. Correspondant indisponible, ils sont maintenant là. On fait comment? Ils ont changé les Nganga, ils sont partis chez un autre Nganga. Nganga l'a fait. Nganga a dit que non, l'esprit de Chelsea est trop fort. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, Davana voyait Chelsea partout. Elle la voyait partout. Et un jour qu'elle était avec sa mère, ils étaient allés au marché, tout ça. Elle a encore vu Chelsea qui venait maintenant l'agresser. Vous voyez un peu le genre de personne qu'il n'y a que toi seul qui vois la personne, les autres ne voient pas. Et c'est comme ça qu'en fuyant, elle était avec la mère en fuyant. Et c'est comme ça elle a voulu traverser la route sans, elle n'a pas regardé de gauche à droite. La voiture l'a pris. Un camion. Je dis écrasé. Hein. Écrasé bien patte. Parce que le choc était violent. Donc le camion l'a projeté. Et quand elle est retombée, le camion dans la vitesse, le camion est encore venu sur elle. Donc vous voyez un peu. C'est comme ça que la mère de Davana elle-même, maintenant, elle est devenue folle sur le champ. Elle est devenue folle sur le champ. Comment ça, ma fille, c'est comme ça que pour elle, la folie aussi a pris la mère de Davana. Quand je dis toujours que Dieu ne dort pas. Ah, Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Ah, il faut voir pour comprendre. La mère de Davana est devenue folle, là, devant le corps de sa fille qui est devenue pâte. On a soulevé machin. Ils ont pris, ils ont enterré. C'est monté, c'est descendu. Elle aussi, ça faisait maintenant que elle n'arrivait plus. Elle ne voyait pas Chelsea, mais avec toutes les promesses du Nganga, elle ne s'imaginait pas. Mais bon, voilà. Et maintenant, pour avoir la paix, on l'a maintenant aussi amené chez les Nganga et tout. Là, maintenant, là où on a amené la mère de Davana, là-bas, c'était une dame. Le Nganga lui a dit que maman, ici, là, je ne peux pas te soigner parce que toi-même, tu sais ce que tu as fait avec ta fille qui est partie. Pour que je commence à te soigner, il faut que tu confesses ce que tu as fait. Et tu vas demander pardon à la mère de la fille que vous avez prise, ta fille et toi. C'est pas possible. Maintenant, quand tu auras fait ça, si Dieu veut, maintenant vous revenez, maintenant on va traiter. Mais nuit était cela. Rien ne peut se faire. C'est comme ça qu'ils l'ont accompagnée, elle a cherché la mère de Chelsea. Ça, c'est la mère de Davana, elle a cherché la mère de Chelsea. Elle est partie. Elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Elle a expliqué tout ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, du mauvais cœur. Donc, la maman de Chelsea, on l'avait déjà remise à point. Elle se sentait déjà bien. Elle a seulement dit à la mère de Davana, je te pardonne, je vais encore faire comment? Je te pardonne. Quand elle a entendu ça, elle s'est sentie soulagée. Mais au moment de revenir, maintenant, quand elle rentrait chez elle, bim aussi, accident. C'est comme ça que la mère de Davana aussi, elle est décédée. Voilà. C'est pour vous dire que moi, la leçon que moi je vais dire, c'est que ne soyons pas jaloux. Même si on a un destin bizarre, on a un destin, cherchons à savoir qui a renversé notre destin. Le pourquoi du comment. Cherchons à remettre ça, remettons ça en place en fait. Parce que personne n'est né avec un destin noir. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Il y a des pasteurs ici, dans l'Afrique. Il y a des prêtres. Moi-même, je dis, il y a des prêtres que vraiment, ils sont prêts à faire de ces travaux qu'ils vous délivrent, ils remettent les choses en ordre. Il y a des thérapeutes, des pharmacopées, pas des Nganga, mais qui connaissent la botanique des plantes, la puissance des plantes spirituelles. Ils peuvent aider. Attendez, soyons seulement patients, conscients et regardons Dieu, mettons tout en prière. Davana maintenant, 2 ans seulement qu'elle restait à jouir du destin de Chelsea. Elle-même, sa mère meurt. Quelle perte pour rien du tout. En tout cas, bonne journée à tous. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Bonjour, bonsoir à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez cette histoire. C'est votre frère Karl Kress. Bon, ça fait déjà des années que j'écoute vos histoires sur cette chaîne DMG, même si j'ai pas souvent l'habitude de raconter les miens. Mais je peux me rappeler que dernièrement, j'avais raconté une histoire que je n'ai malheureusement pas croisée sur les toiles. Je sais pas si c'est DMG qui avait oublié de la publier ou quoi, je sais pas trop. Bon, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est produite aujourd'hui même. Pas hier, pas avant-hier, mais aujourd'hui. Dans un quartier proche du mien, en fait. Je suis à Brazzaville. L'histoire s'est produite au barrage, d'après ce qu'ils ont raconté. C'est une histoire vraie, en tout cas. Ça parle d'une dame qui a l'habitude de vendre les spaghettis, les chaos dans son quartier. Hormis ça, voilà, elle étale aussi plusieurs petits trucs comme des biscuits, des bonbons et aussi de l'eau chaude. C'est même aujourd'hui que j'ai appris que même l'eau chaude se vend. Je ne savais pas. Donc, comme d'habitude, la dame s'est réveillée, elle a mis son bébé au dos. Voilà, elle s'est rendue à son poste de vente. Arrivée là-bas, elle a commencé à vendre. Puis à un moment donné, elle reçoit une vieille dame qui arrive avec quelque chose au dos. Je ne sais pas trop comment je vais nommer ça, mais en fait, quelque chose qu'elle a mis au dos et qu'elle avait entouré de son pan. Arrivée là-bas, la vieille femme tend à la vendeuse la pièce pour dire que vends-moi de l'eau chaude. La dame va se lever pour la servir. Mais c'est là qu'elle va se rendre compte que son bébé va commencer à pleurer. Son bébé pleure en tout cas comme si il a vu quelque chose de bizarre en fait. La vendeuse va d'abord arrêter de servir la dame, va prendre son bébé pour le dorloter, le consoler. À un moment donné, elle se rend compte que le bébé s'évanouit. Elle se dit, oh, elle se met à crier. Et ces cris alertent même le voisinage. Ceux qui est à côté d'elle vont venir pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon bébé s'est évanoui. Alors, les gens vont commencer à frapper le bébé histoire de le réanimer, s'il faut le dire comme ça. Cela va prendre au moins 2 à 3 minutes et le bébé, voilà, va revenir en lui. Mais tout le monde va remarquer que pendant que le bébé va pleurer, en fait, pendant que le bébé se remet à pleurer, la voix, au lieu de sortir de sa bouche, sort de la bouche de ce que la vieille dame, donc l'acheteuse, avait dans son dos. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit là? Le bébé pleure à gauche, mais la voix sort à droite. C'est bizarre. Il y a comme eu une déconnexion en fait entre le bébé et sa voix. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, voilà, là en fait, ils dépassaient leur entendement, ils ne comprenaient pas. Mais comment ça? Au début, ils ont cru que, voilà, qu'ils avaient mal écouté. Mais après, ils vont vraiment confirmer cela parce que les cris de bébé vont continuer à retentir sur le dos de la vendeuse, plutôt de l'acheteur, autant pour moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Le bébé pleure, 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 mais la voix sort dans ce que la vieille dame avait dans son dos. On dit non, on n'a jamais vu des choses pareilles. Quelque chose ne va pas. Les gens vont commencer maintenant à menacer la vieille dame pour dire qu'est-ce que tu as fait à la fois de trop. Oh non, moi je n'ai rien fait. Non, non, non. C'est pas que je n'ai rien fait. Parce que c'est impossible que le bébé pleure dans les mains de sa maman et que sa voix sorte de ce que toi tu as mis au dos. Il y a comme eu une déconnexion, ça ne marche pas. En fait, ça c'est mystique.
ils vont menacer, sinon agresser la vieille dame. La vieille dame va dire, moi je ne sais pas ce qui se passe. On va dire, bon, comme tu ne sais pas, on va finir cette affaire-là au PSP. Vu qu'il y a un PSP là-bas au barrage, ils l'ont mené là-bas. Les policiers aussi, voilà, se trouvant incapables de résoudre un tel problème, on dit, mais bon, nous, on n'est pas capable voilà, de trouver une solution. Donc, allez la chercher ailleurs. Ceux qui ont raconté l'histoire ont dit que lorsqu'ils ont quitté le PSP du barrage, ils se sont rendus au PSP de Kinsuji, un des quartiers voisins en fait. Là-bas aussi, voilà, les policiers n'ont pas pu résoudre le problème vu que c'est mystique. Ils ont quitté là pour aller au terrain qui est comme un tribunal, voilà, où on résout des choses de la sorcellerie. Donc, je sais pas trop comment ça a pu se terminer. Donc, jusque-là, ça me dépasse. Une telle histoire, je ne l'ai jamais écoutée. Tu pleures à gauche, la voix sort à droite. C'est bizarre ça. En tout cas, je pense que toute personne qui aurait écouté cette histoire-là serait toujours étonnée parce que c'est bizarre en fait. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et suite à cela, je dirais que, en tout cas, il faut prier. Soyons des hommes et des femmes de prière parce que le diable est malin en fait. Tu te lèves le matin avant de sortir de la maison, il faut toujours faire même une petite prière. Ça peut te protéger durant toute la journée, durant toute la semaine, durant tout le mois, durant même toute l'année. Une seule prière. Parce que je pense que si la vendeuse avait consacré toute sa journée entre les mains du Seigneur, cela ne lui serait pas arrivé impossible. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire. L'histoire est vraiment terrible. Jusque-là, ça m'étonne en fait. Bon, merci. Je reviendrai sûrement pour raconter d'autres histoires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.